Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour votre émission hebdomadaire Midi Mag. Désolé de ce petit retard. Si vous passez à table, je vous souhaite un bon appétit ou si vous êtes en plein travail, eh bien bon courage, c'est bientôt le week-end. Aujourd'hui, pour la rentrée de Midi Mag, nous allons aborder un sujet essentiel pour le gouvernement en place, le fer de lance même de la politique flossienne depuis des années, la solidarité. Pour cela, nous accueillons le directeur de cabinet du ministère de la Solidarité, Monsieur Richard Bertheil. Richard, bonjour. Bonsoir, bonjour. Avec vous, nous allons parler de la situation du régime de solidarité territoriale. Nous allons faire un point également sur les contrats d'accès à l'emploi. Nous allons discuter de la loi sur les conditions d'admission au RST au contrôle de leur respect qui a été modifiée en juillet dernier. Je vous rappelle que cette émission est votre émission. Vous pouvez donc réagir ou poser vos questions en direct en appelant le 40 86 16 00. On remercie au passage notre technicienne Nayat Amino-Chim. Cette émission est aussi enregistrée en vidéo et elle sera visible en replay sur notre site internet. Alors, actualité oblige, Richard, nous allons aussi évoquer la fermeture à venir de la structure Heimanava qui accueille les enfants trisomiques de 3 à 12 ans. Nous allons d'ailleurs d'abord débuter par ce sujet, si vous le voulez bien. Pourquoi cette structure va-t-elle fermer et quelles alternatives auront les parents ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut rassurer les parents puisque, si vous voulez, au plan de l'instruction du dossier, les charges ne correspondaient plus à l'activité donc, de cette association qui, par ailleurs, est tout à fait remarquable. Et le ministre a eu l'occasion de dire qu'en modifiant le projet de réorganisation et en l'adaptant à l'activité de la structure, on pouvait bien évidemment revoir son financement pour que Heimanava continue le travail qu'elle fait maintenant depuis pratiquement 15 ans. Pour être exhaustif, il faut savoir que le budget des établissements aujourd'hui au RST, c'est le second budget du RST. Donc, c'est un budget important dans la branche handicap. Plus d'1 milliard. On parle de 1,4 milliard. C'est la branche elle-même qui est le deuxième budget. Pour à peu près plus d'une vingtaine d'établissements. On parle de 28 établissements. Là-dedans, on a à la fois des établissements médico-éducatifs dont dépend le Fare Heimanava. Il y a 12 établissements médico-éducatifs et il y a 16 établissements socio-éducatifs. Autrement dit, une trentaine d'établissements, 28 exactement, pour un budget qui est de 1,446 milliard très exactement. Donc, vous comprenez bien qu'au niveau du comité de gestion, c'est une charge importante et les services instructeurs sont chargés chaque année de rencontrer les associations. Ce sont de très longues négociations pour savoir si effectivement ces 1,446 milliard pour 28 associations, en moyenne une cinquantaine de millions par association, sont bien utilisés et qu'on ne reconduise pas le budget à l'identique chaque année si il y a des modifications au niveau de l'organisation. Pour le Fare Heimanava, c'était 32 millions, mais aussi ce Fare Heimanava était reconnu également pour l'insertion scolaire de ces enfants trisomiques. Désormais, ces enfants seront pris en charge par l'Institut d'insertion médico-éducative. Les éducateurs du Fare Heimanava regrettent un peu qu'il n'y aura plus d'insertion scolaire pour ces enfants trisomiques. Alors, encore une fois, les choses ne sont pas faites. C'était une spécificité du Fare Heimanava de scolariser les enfants, ce qui est une bonne chose. Il a été évoqué lors du comité de gestion des possibilités de mutualisation avec d'autres centres, mais encore une fois, la décision n'a pas été prise. Il faut savoir que la direction des affaires sociales a des critères qu'elle doit imposer aux 28 établissements de façon à répartir pour l'ensemble des établissements
en fonction de leur activité. Donc ce qu'on a demandé au Fare Ayman Ava dans un premier temps, c'est de revoir son organisation, puisque son activité baissait, qu'elle recevait un peu moins d'enfants. Ce qu'elle a fait, ce qui, au vu des critères de la direction des affaires sociales, n'était pas encore suffisant. Et donc, la ministre a demandé que l'on retravaille ce budget. Et pour ce qui nous concerne, le Fare Ayman Ava ne ferme pas début septembre. Ce n'est pas un acte définitif, en fait. Ce n'est pas un acte définitif. Nous travaillons dans l'humain. On est obligé de regarder des budgets parce que à côté de ça, comme vous le savez, on va en parler, le RST a des difficultés. L'argent est compté. Et il faut que le comité de gestion vérifie qu'il est employé au meilleur de ce que l'on peut faire. Ceci étant, on peut toujours revenir sur une décision qui est prise en fonction de certains critères par rapport justement à la qualité de prise en charge, etc., qui, elle, n'est pas remise en question. C'est plus un ajustement du budget à l'activité et à ce moment-là de proposer une réorganisation, ce qu'a fait le foyer Ayman Ava et qu'il devrait qu'il devra reprendre pour que l'on puisse avoir une décision définitive. On va désormais évoquer le gros dossier de cette émission, le régime de solidarité territoriale. Aujourd'hui, 30% de la population polynésienne est affiliée au RST, ça représente près de 80 000 personnes. La prise en charge a donc augmenté. Où en est le déficit aujourd'hui ? Alors, le déficit qui était prévisionnel était de l'ordre de 4 milliards pour l'exercice en cours, avec grosso modo 4,5 milliards pour les déficits cumulés des années antérieures. Autrement dit, on tournait autour de 10 milliards de déficit. Le moyen d'essayer de revenir à un équilibre du budget, c'est bien évidemment l'effort qui a été fait à travers la réforme fiscale qui avait été annoncée par le nouveau gouvernement, qui a été acceptée par l'ensemble de la population pour faire en sorte qu'on rééquilibre les comptes sociaux, mais surtout ce régime de solidarité qui est payé de façon solidaire par l'ensemble des Polynésiens. Donc aujourd'hui, grâce à cette réforme fiscale d'ampleur, vous avez dû le voir sur les tranches de CST qui sont prélevées, on s'aperçoit que les rentrées sont bien meilleures que les années antérieures. Et il se trouve que en août, ça reste à vérifier, on a eu ce qu'on appelle une embellie fiscale, c'est-à-dire qu'on était sur un rythme de rentrée de 1,5 milliard, puis de 2 milliards, et là on est passé avec des rentrées fiscales de 3 milliards. Autrement dit, on s'en va vers une réduction très sensible pour cette année du déficit, avec l'ajout qui a été fait par le pays de 2 collectifs budgétaires d'1,5 milliard et de 2,5 milliards. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de bonnes perspectives d'assainir les finances du régime, ce qui a été bien évidemment la mission qui a été confiée à la ministre pour que tous les Polynésiens, et notamment les plus démunis, puissent bénéficier de tous les droits auxquels la Polynésie a consenti. Si on continue sur cette dynamique selon les prévisions donc, qui seraient modifiées, quand est-ce qu'on atteindrait l'équilibre ? Si véritablement l'embellie se confirme, il est possible que l'on arrive cette année à un équilibre pour le régime de solidarité. Il n'en reste pas moins qu'on traîne encore des déficits antérieurs. Mais ce que l'on peut dire, c'est que l'on est déjà sur une pente, j'allais dire, vertueuse, dans la mesure où on s'aperçoit que malgré
le nombre, vous l'avez rappelé, important de ressortissants qui arrivent chaque mois, les déficits sont tout au moins réduits dans une forme qui est encourageante pour l'avenir. Les professionnels de santé ont donc touché une partie des retards de paiement. Aujourd'hui, quelle est leur situation si on fait un point, celle du CHPF aussi notamment, et est-ce qu'il y aura encore des retards liés au RST? Il y aura encore quelques retards. On a réglé tout ce qui concerne les professionnels des îles parce que c'est eux qui étaient le plus touchés. On va être à 1 mois de retard pour les autres professionnels. Les structures de santé, pareil, les retards de paiement ont bien baissé. Et donc, si l'on arrive à rentrer dans le prévisionnel, qui était à 27 milliards à la fin de l'année, tout le monde devrait être payé en temps et en heure comme il était prévu. Mais vous avez tout à l'heure évoqué les 30% de la population polynésienne. Il faut bien comprendre que ce sont effectivement les effets de la crise qui aujourd'hui rejaillissent sur ce régime qui était un régime au départ, il y a une trentaine d'années, qui était réservé vraiment à des gens qui étaient indigents, dans la grande pauvreté, etc. etc. 20 000 personnes en 5 ans, depuis 2009 en plus, c'est énorme. Absolument. Si vous voulez, aujourd'hui, si vous faites le ratio, 20 000 personnes en 5 ans, c'est 4 000 personnes de plus chaque année. Et il faut savoir là-dedans que dans ces 4 000 personnes, vous avez 2 000 personnes qui ont perdu leur emploi ou qui ont perdu leur activité non salariée, et 2000 personnes supplémentaires qui arrivent sur le marché du travail. Donc c'est l'effet conjugué de ces deux choses. Les gens qui ont des revenus inférieurs au 87 346, qui est le plafond en deçà duquel on est au RST, ces gens-là, donc, qui ont perdu leur activité ou qui ont diminué leur activité salariée, pour 2000 d'entre eux, rejoignent chaque année le régime de solidarité auquel s'ajoutent donc les 2000 nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi. Alors il y a différentes prestations et allocations au sein du RST, la maladie, la famille, la vieillesse ou le handicap. Quelle est la part de chaque branche au niveau des coûts? Alors, si vous voulez, la part de chaque branche, comme dans tous les autres régimes, c'est bien évidemment la maladie qui est largement budgétivore. Par rapport à un budget de 27 milliards, on parle de plus de 12 milliards au niveau de l'assurance maladie. Autrement dit, pratiquement 50% des dépenses, 46% exactement. Mais je vous rappelle qu'au fondement de la PSG, c'était bien ce qui était visé. C'était la couverture maladie à l'ensemble de la population. Donc c'est très important de rappeler que ces dépenses en assurance maladie, si on doit faire le maximum pour essayer de réduire leur évolution, dans tous les pays du monde, il y a une évolution de l'assurance maladie qu'il faut essayer de juguler. Au régime de solidarité, comme dans les autres pays, comme dans les autres régimes, à Tahiti, comme dans les autres pays. Au niveau donc de la deuxième branche, on en parlait tout à l'heure, c'est le handicap. Parce que tout le handicap, c'est-à-dire les allocations, les centres dont on vient de parler, ça représente quand même aujourd'hui près de 4 milliards et demi. 4 milliards 389 très exactement, autrement dit 18%. Et ça arrive avant la vieillesse, qui verse donc un minimum vieillesse à toute personne âgée de 60 ans qui n'a pas des revenus suffisants pour subsister.
Excusez-moi de vous couper, Je vous en Richard. prie. On a un auditeur qui est en ligne et qui voudrait poser une question à monsieur de Paea. On vous écoute, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir qui c'est qui paye les PSG ou les RST. Est-ce que c'est uniquement les employeurs et les salariés ou il y a d'autres couches de la population qui payent ces taxes? À vous. Richard? On peut dire qu'au niveau de la solidarité, c'est toute la Polynésie qui paye à travers soit les CST, ce qu'on appelle la CST salariée ou non salariée, et à travers des taxes qui, bien évidemment, sont payées par l'ensemble des Polynésiens, sauf quelques produits de première nécessité. D'accord. Et une subvention également, les subventions du FELP sont également affectées et financent le RST. C'était d'ailleurs l'objet de ma prochaine question. Comment est financé donc ce RST, l'enveloppe au final qui est affectée au RST, comment ça fonctionne? Donc, tout ce qui est à la fois revenu de la CST salarié, non salarié, revenu des taxes affectées, va intégralement, et là il faut tordre le cou aux critiques qui ont pu être portées, au régime de solidarité. C'est bien pour ça d'ailleurs que les choses s'améliorent en termes de rentrée fiscale. Mais il n'y a pas d'évasion, comme on a pu le dire, ou d'argent public qui est affecté au régime de solidarité qui va financer autre chose dans le budget. Hein. C'est fléché, tout ce qui est consacré à la solidarité va intégralement dans les caisses de la CPS pour financer le régime de solidarité. D'accord. En plus des CST, des subventions affectées pour le FELP, on parle d'une autre taxe qui pourrait être créée pour alimenter également le RST. Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est en préparation au niveau du ministère? Non, il n'y a pas de nouvelles taxes qui vont être, si vous voulez, tout au moins qui sont à l'étude. Par contre, ce qui est à l'étude, c'est effectivement de faire revenir l'État autour de la table parce que ce sont des crédits de solidarité. Hein, dans toutes les collectivités de la République, on a des crédits de solidarité qu'on a pu obtenir donc pendant une dizaine d'années et qui ont été supprimés, comme vous le savez. 41 milliards hein, entre 1994 et 2017. Absolument. Et donc, si on compte entre 2008 et maintenant, c'est près de 25 milliards qui auraient pu rentrer dans les caisses. Et là, on avait un RST qui était à l'équilibre malgré la crise. Hein? Donc ce que nous essayons de faire, c'est de reprendre avec l'État les négociations au point où elles avaient été laissées en 2004, oui, au moment où finissait la deuxième convention, puisque les inspecteurs de l'IGAS de l'époque, qui étaient venus pour contrôler l'utilisation des fameux 40 milliards dont vous parlez, avaient très clairement dit que l'État ne devait pas supprimer ces crédits de solidarité. Et ils étaient visionnaires puisqu'ils avaient mis noir sur blanc que si on supprimait ces crédits, c'était d'une part mettre en difficulté la PSG que l'État et le pays s'étaient entendus pour mettre en place en Polynésie, mais, et on le voit aujourd'hui, que ça allait porter sur les plus démunis. Voilà. Et ce rapport est resté lettre morte jusqu'à maintenant. Et il faudrait que l'on puisse expliquer au pays pourquoi, en 2004, les experts de l'IGAS, qui étaient le nez sur cette convention, ont pu faire ce type de recommandations et que 10 ans après, alors que la crise est passée,
on est toujours à attendre ces fameux crédits de solidarité. Donc en fait, le retour de l'État est essentiel. Vous espérez que le prochain rapport de l'IGAS préconise ce retour? On espère que l'IGAS va revenir sur les considérations qui ont pu avoir lieu entre 2004 et maintenant pour dire que la Polynésie pourrait s'en sortir puisque on fait la démonstration que les difficultés du régime de solidarité, c'est bien un manque de financement et en particulier les 3,5 milliards qui étaient consentis chaque année, qui ont représenté donc une perte entre 2008 et 2014 de plus de 20 milliards. Alors la protection sociale généralisée, c'est un gros chantier, hein. Tous les acteurs de la société civile en parlent. À la fin du mois de juillet, une loi du pays relative aux conditions d'admission au RST et au contrôle de leur respect a été adoptée. L'objectif principal, c'est de lutter contre la fraude déjà. C'est le premier élément en fait de la réforme. Alors, on a beaucoup parlé de fraude. En fait, il faut savoir que chaque système de protection sociale de par le monde doit être révisé au fil des décennies parce que les problématiques ne sont pas les mêmes en 1994 et en 2004. À partir du moment où véritablement on a des dérives constatées parce qu'il y a une certaine habitude qui a été prise ou parce que les gens ont sous-évalué leurs ressources, il est très important que pour que la solidarité s'exerce véritablement en Polynésie, chacun soit remis dans son régime qui était donc le régime d'appartenance qui a été fixé au moment de la mise en place de la protection sociale généralisée. Donc, cette loi vise effectivement à dire qui doit bénéficier de la solidarité et qui doit bénéficier d'un régime contributif. Comment se passera à ce moment-là le contrôle? Ce sera un service particulier du pays qui s'en chargera? Alors c'est déjà le service des affaires sociales pour une part qui s'occupe de ces contrôles. C'est vrai que la grosse part a été faite jusqu'à maintenant par les mairies. Le problème c'est que dans les textes, il était dit que c'était sur une base déclarative. Donc sur une base déclarative, lorsque quelqu'un vient déclarer des revenus, le maire, puisque c'était lui qui était le plus souvent sollicité, a quelques difficultés à dire que monsieur ment ou fraude, etc., etc. Et donc, il faut donner des outils d'évaluation, ce que fait cette loi, pour bien montrer que la personne déclare en fonction des revenus qui lui permettent de bénéficier de la solidarité. Et des sanctions sont aussi prévues en cas de fraude. C'est nouveau, ça? C'est un peu nouveau, mais il faut bien que si les gens continuent à faire peser sur le régime de solidarité des charges auxquelles ils n'ont pas droit, on puisse les inciter à regagner les régimes dans lesquels ils doivent être affiliés. Ce serait 1 an à 3 ans de radiation au cas si l'enquête voit qu'il y a eu fraude. C'est bien ça. Ça pourrait être jusqu'à la radiation, mais il y a encore d'autres possibilités, étant donné que si les gens rejoignent les régimes en question, ils auront des pénalités de retard avec des aménagements. On n'est pas non plus pour aller faire, comme on a pu critiquer cette loi, la chasse aux fraudeurs. Et je voudrais insister, il ne s'agit pas de courir après les fraudeurs ou les victimes de la crise. Au contraire, les victimes de la crise ont toute leur place au système de solidarité. Les fameux 4000 personnes de plus par année,
c'est leur place, hein, parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'ils ont perdu leur activité, ou parce qu'ils arrivent sur un marché du travail où ils ne trouvent pas d'emploi. Mais pour qu'on puisse effectivement les prendre en charge, il faut que ceux qui n'ont pas accès normalement à ce régime parce qu'ils ont des régimes, des revenus suffisants, puissent regagner les régimes auxquels ils doivent être affiliés. D'accord. Dans l'idéal, Richard, pour que la PSG soit efficiente, que faudrait-il obtenir dans l'idéal? Par rapport au RST? Au RST et au système de santé en Polynésie, pour qu'il soit efficace, il faudrait certainement plus d'emplois, de la création d'emplois pour que les taxes, enfin que les cotisations augmentent, mais il faudrait un retour de l'État également. Dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faudrait? Oui, je pense que c'est la conjugaison de toutes ces mesures, et c'est ce que le gouvernement a commencé à mettre en place en disant nous demandons depuis 10 ans le retour de l'État qui tarde, mais nous n'attendons pas le retour de l'État. Dès maintenant, nous avons annoncé que nous allons lancer une réforme fiscale de façon à pallier l'absence de l'État, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit que les finances commencent à s'assainir, voire à se redresser. On va évoquer les dispositifs concrets d'aide aux plus démunis. D'abord, la mise en place provisoire du Tauturu Te Mautu Afare. Plus de 6 000 secours d'urgence aux familles pour 1,2 milliard de crédits. Quel bilan avez-vous tiré de cette aide provisoire? Ben, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, on était dans une situation dramatique pour beaucoup de familles, et ce coup de pouce qu'on a mis en place s'adressait vraiment à la très grande pauvreté. Hein. Il faut rappeler que le seuil de pauvreté en Polynésie française, c'est 1624 par personne. Hein, ce qui veut dire que si vous multipliez par 30, ça correspond à 48 000, un peu moins de 50 000 francs par mois. Donc on peut considérer qu'à 50 000 francs par mois, on a des difficultés et qu'on est dans la pauvreté. Quand on a mis en place ce qu'on a appelé le TTU, hein, les familles qui ont été accessibles, c'était des familles qui étaient dans la très grande pauvreté, puisqu'on a pris comme plafond le demi-seuil de pauvreté. Non plus 1624, mais 812. Et 6 000 bénéficiaires. Et 6 000 bénéficiaires. Donc, effectivement, ça a été un coup de pouce important parce qu'il fallait tout de suite marquer que le gouvernement, tout au moins la nouvelle majorité, avait pris conscience que la Polynésie était en train de sombrer dans la pauvreté. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de relever les minima sociaux au niveau du RST, en faisant en sorte qu'on ait de meilleures allocations familiales, un minimum vieillesse qui soit rehaussé, pour que tous ces gens qui vivaient de plus en plus difficilement, compte tenu de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, puissent s'en sortir. Un autre dispositif a aussi été mis en place depuis le début de l'année, les contrats d'accès à l'emploi. Le gouvernement avait établi sur 2500 CAE créés en 2014. À ce jour, il y en a un peu plus, presque 2800. C'est un véritable succès, visiblement. C'est un véritable succès parce que ça montre que, contrairement à ce que l'on dit, les gens qui sont au niveau du RST ne sont pas tous inemployables. Hein. Et que leur problème, c'est effectivement de pouvoir user de leur force de travail, fût-ce à travers des dispositifs de type apprentissage, etc., etc. Et donc, je vois par exemple qu'on a fait des statistiques lors de la dernière commission d'évaluation où 85% des CAE sont au niveau des entreprises. Donc là encore, il faut tordre le nez, j'allais dire, aux gens qui viennent dire que ces gens travaillent pour des mairies, etc., etc. 85% sont aujourd'hui, pour la dernière commission d'attribution, en entreprise, et donc vont pouvoir bénéficier d'une formation et éventuellement
d'un emploi qui sera plus pérenne. Donc effectivement, c'est un succès. C'est tellement un succès que le gouvernement est en train d'étudier la possibilité d'augmenter d'ici la fin de l'année pour qu'on puisse en servir un petit peu plus que les 2500 qui étaient prévus et qui représentent pratiquement 2 milliards quand même. Mais jusqu'à quand va se poursuivre ce dispositif? Il est censé être provisoire, non? On va voir quels sont les effets donc, de la relance économique, puisque la relance a pris un peu de temps, mais on commence à en voir les effets, ne serait-ce qu'à travers la CST. S'il y a de meilleures rentrées fiscales au niveau salarié ou non salarié, c'est que la situation s'améliore. Donc c'est tout l'intérêt de pouvoir avoir des dispositifs de solidarité et des dispositifs d'accès à l'emploi. Parce qu'on peut jouer comme ça sur les deux tableaux en sachant qu'on peut alléger éventuellement la charge de la solidarité en le mettant sur la création d'emplois, tout au moins sur la formation, l'accès à l'emploi qui pourra amener vers un contrat pérenne. En fait, c'est une conjugaison de moyens pour... En fait, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Il n'y a jamais une réponse unique à des problèmes aussi délicats que des problèmes de société nés d'une crise économique, que ce soit en Polynésie ou ailleurs. Et il paraît qu'il y a un seuil de renouvellement également pour les CAE qui est de 2 fois, non? Un seuil de renouvellement une fois. Une fois seulement. Voilà. Et les commissions ont lieu... À peu près tous les mois. D'accord. Et si on fait un point un peu sur les nombres de demandes chaque mois, qu'est-ce qu'il en ressort? Ça baisse ces derniers mois ou... Non. Vous disiez que c'était un succès. Donc, il y a effectivement beaucoup de demandes d'emploi. La dernière commission, donc, en a traité 200, parce que là encore, on regarde. Et il y en a à peu près la moitié qui ont été acceptées. Dans la proportion que je vous ai donnée, 85% en entreprise. Eh bien, je vous remercie, Richard Berthet, pour ces quelques précisions. Une émission un peu courte aujourd'hui. On est obligé de rendre l'antenne. Il est bientôt 13h. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée dimanche à 12h15, juste après le journal en français, et également en replay sur Internet. Merci encore à vous, Richard. Merci à Nayat Amino-Shiman, notre technicienne. Merci aux auditeurs qui nous ont suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente après-midi sur Polynésie Première.